Bonjour à tous, bienvenue sur Franciranga, la seule émission francophone de la bande FM hongroise. Alors avec moi autour de la table aujourd'hui, monsieur Ludovic Lepelletier-Koutachi. Bonjour. De Oulala. On vous présente Johan, qui est là pour un petit stage de quelques semaines sur Oulala. Salut Johan. Bonjour à tous. Julie qui est présente ici, qui sera rejointe par Joël Lepavou. Salut. Vincent Liéget qui vient d'arriver de Vienne, où il a passé un excellent quart d'heure. J'arrive de l'Ouest, bonjour à toutes et à tous. Et notre invité du jour, c'est Justine Salvestroni. Bonjour. Il va être question dans cette émission de l'amitié polono-magyare. Alors, première question à la Thinkerview. Depuis que je regarde une vidéo de Thinkerview, j'aime bien demander à l'invité de se présenter en quelques mots pour commencer. Donc, je m'appelle Justine Salvestroni, je travaille pour Oulala depuis Varsovie et également pour le journal Ouest France, dont je suis la correspondante permanente. Et je suis arrivée à Varsovie à la veille des élections législatives de 2015, donc avant que le PiS arrive vraiment au pouvoir. Voilà. Et t'es passé par Ouest France avant, comme tu disais. Oui. Et comment ça se fait que t'étais envoyée à Varsovie Ils avaient besoin d'une correspondante sur place? Alors, ils avaient besoin de quelqu'un parce que le journal a toujours eu un fort intérêt pour la Pologne. Et notamment, en fait, il y a eu un couloir humanitaire, on va dire, qui a été fait entre Ouest France, qui avait ses propres camions et ses chauffeurs routiers qui apportaient des médicaments, des livres ou des vêtements aux Polonais dans les années 80. Et donc, il y restait un intérêt fort et tout l'Ouest s'était mobilisé pour la Pologne à l'époque. Donc c'est vrai que les deux pays entretiennent des liens très particuliers depuis plusieurs siècles, des liens historiques, qui ont pris un tour nouveau ces dernières années. Avec l'arrivée au pouvoir du Parti droit et justice en Pologne, qui font que voilà, on a deux gouvernements à Budapest, à Varsovie, qui sont sur une ligne idéologique assez proche. Cette relation est très mise en exergue par Budapest, et le Fidesz se fait fort de cette amitié, de ce lien, cette relation spéciale qui unit les deux pays. Je me souviens qu'en 2010, 2011, 2012, des Polonais étaient appelés à la rescousse pour défiler dans les rangs, pour gonfler les rangs des manifestations pro-Fidesz. Depuis 5 ou 7 ans, on a l'habitude de voir des drapeaux polonais dans Budapest. Le président Duda était invité lors du 23 octobre, la fête nationale hongroise. Mais cette relation, j'imagine qu'entre la petite Hongrie et la grande Pologne, c'est une relation asymétrique. Est-ce qu'on en parle à Varsovie de la Hongrie? J'ai l'impression qu'on en parle beaucoup moins. En tout cas, c'est une relation asymétrique. Et le peu de fois quand j'ai eu des amis qui ont parlé de la Hongrie, c'était plutôt justement pour s'en éloigner. Et il y a une question de méfiance. Et dans les manifestations qu'il y a eu contre le gouvernement, il y avait des drapeaux pour dire c'est Varsovie, c'est pas Budapest. Donc ne confondez pas, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est une amitié, mais qui est plus de défiance. De cette amitié, c'est construit sur un malentendu, une absence de connaissance, quoi. C'est plus facile d'être ami avec quelqu'un qu'on connaît pas, qu'on ne rencontre pas. C'est vrai. Et si les Hongrois ont les Polonais, c'est peut-être qu'ils n'ont pas de frontières communes aussi. Ouais, il y a ça aussi. Il n'y a pas de minorité hongroise comme dans l'ensemble des pays. Aucun contentieux historique non plus. Ce qui n'est pas le cas avec les autres pays de la région. Alors, tu parlais des manifestations. Est-ce que tu peux nous dire où en est le mouvement de contestation du gouvernement polonais, et revenir un peu sur ce mouvement de manifestation, quand il a commencé et comment ça s'est déroulé? D'accord. Alors, donc le président Andrzej Duda a été élu en mai 2015. Ça a été un peu une grande surprise. Il est plutôt jeune, il n'était pas très connu. Et ce mouvement, on va dire, de droitisation de la Pologne a été confirmé par les élections législatives en octobre 2015. Et là, nouvelle surprise pour les Polonais, un peu moins de surprise pour les gens qui regardent avec un peu plus de recul. Le PiS l'a emporté avec, pour la première fois depuis 1989, une majorité absolue. Donc la contestation s'est mise très rapidement en place. Dès peut-être le mois de... Le gouvernement a été formé seulement en novembre, et peut-être un mois après, le Code s'est formé, donc le Comité pour la démocratie. Et il y a eu d'énormes manifestations, particulièrement à Varsovie et dans les grandes villes, pour protester contre les réformes entreprises par le PiS. Donc il y a eu, on se souvient, en janvier 2016, il y a eu la réforme du tribunal constitutionnel,
qui traînent encore aujourd'hui. Il y a eu la réforme des médias et il y a eu depuis aussi la réforme de l'éducation. Enfin, tout un tas de réformes, en fait, qui, d'un côté, on va dire, cristallisent une opposition plutôt libérale et plutôt urbaine qui manifeste dans les rues. Ouais, où on en est un an plus tard, moi j'ai l'impression que ça se freine complètement, en tout cas pour l'opposition dans la rue. Le Code a eu récemment des problèmes avec son leader charismatique, Mateusz Kijowski, qui a facturé pour à peu près 20 000 euros de services informatiques avec sa propre société au Code, qui ne vit que des dons des militants. Donc ça fait grincer des dents, il veut pas démissionner. Beaucoup de militants se sont sentis un peu trompés, trahis et n'ont plus confiance en lui. Donc on est un peu à un moment de flottement. Et en même temps, pour avoir couvert beaucoup de manifestations depuis un an, j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de gens et qu'on retrouve toujours on va dire c'est un noyau dur autour du Code de personnes qui ont peut-être 55, 65 ans, qui se mobilisent à chaque fois, mais qui est de moins en moins nombreuse. Donc l'année dernière, on avait des centaines de milliers de personnes, on va dire, pour défendre les valeurs européennes. La dernière manifestation à laquelle je suis allée, c'était en fin janvier pour les étudiants. On a dit ça y est, les étudiants se réveillent, qui manifestent assez peu, et ils étaient, je sais pas, moins de 200 à Varsovie. Voilà. Et il y a eu des manifestations aussi pour lutter contre. Là, peut-être que je vais trop loin, mais il y a eu une contestation au Parlement de la part des parlementaires en décembre à Varsovie, qui a mobilisé, qui a fait beaucoup de bruit, parce que c'était relativement violent, parce que les manifestations en Pologne sont très calmes en général. Les policiers sourient aux manifestants. Enfin, c'est toujours dans une ambiance très raisonnable et très policée. Ça nous parle ce que tu dis, tu vois. Nous, ouais. En Hongrie, on voit bien le tableau. Je crois que tu voulais dire en France, mais non, c'est toujours très policé. Donc là, ça avait été un petit peu plus violent. C'est parce que le PiS avait décidé que les journalistes ne pourraient plus entrer au Parlement pour suivre les débats, et en même temps il y a eu un vote du budget. En fait, il y a eu donc du coup les parlementaires d'opposition du parti Plateforme Civique qui se sont mobilisés et qui ont occupé le Parlement et qui ont dit on fait plus les votes et on proteste pour que les journalistes puissent continuer à suivre les débats. Ça a conduit le PiS à faire voter le budget de manière jugée illégale dans une autre salle du Parlement. Et donc, les gens se sont spontanément rassemblés devant. Et ça a été un petit peu, pour la première fois, je pense, un peu violent. Quand, au milieu de la nuit, Kaczynski est ressorti, il a bousculé des manifestants avec sa voiture. Et les gens étaient vraiment scandalisés. Mais ça s'est essoufflé très vite. Parce qu'il y a eu Noël, il y a eu les vacances, il y a eu, pas longtemps après, Kijowski. Il y a eu un petit scandale avec un parti d'opposition, Nowoczesna. Et quand j'y suis retournée après les vacances de Noël, il y avait quasiment plus personne, quoi. C'est-à-dire, il y avait toujours un cordon de CRS, mais il y avait plus personne. Il faisait moins 15 en plus, donc je pense que ça a peut-être aussi joué. Et voilà. Et j'observe une certaine, soit une lassitude, c'est-à-dire peut-être que l'opposition a trahi ou l'opposition ne sert à rien, soit l'idée qu'il y a qu'à attendre. Après tout, il reste plus que 2 ans et demi, et les Polonais, je pense, du côté des élites et des entrepreneurs, il y a un certain espoir de se dire que les Polonais vont se réveiller et vont revoter pour Plateforme Civique, qui est le principal parti d'opposition, qui est libéral. Voilà, ouais, c'est le parti de Donald Tusk. Les enquêtes d'opinion, justement, en ce moment, par rapport à ça. C'est là que c'est compliqué, c'est que le PiS a toujours le soutien du peuple. Voilà, à peu près, je crois que le PiS est autour de 35%, et le gouvernement un petit peu au-dessus, et je pense que l'une des personnalités politiques préférées est probablement Andrzej Duda, le président. Voilà. Donc on a toujours un soutien du peuple, ce qui montre bien en fait qu'on a une division de la société polonaise, mais une division vraiment qui est profonde et qui est inquiétante entre les gens qui soutiennent le PiS et les gens qui trouvent que c'est inadmissible cette perte de droits et ce retour en arrière et qu'on va vers un processus de perte de la démocratie. Alors, tu nous décris quand même un mouvement de contestation qui s'est essoufflé assez rapidement. Évidemment, l'idée pour nous aussi, c'est de faire un parallèle avec ce qui se passe en Hongrie. Nous, depuis plusieurs années qu'on est ici, on a développé notre petit ethnocentrisme fatalement, avec cette idée que la Hongrie était un laboratoire de ce qui pouvait advenir ailleurs en Europe.
l'exemple polonais est de ce point de vue-là le plus flagrant. Alors, on va pas passer l'émission à dire à chaque fois ce que je veux dire. Pareil que nous, il y a 5 ans. Mais enfin, c'est vrai que ce que tu racontes là, Justine, Vincent, on a vécu exactement la même chose il y a 5 ou 7 ans. Le parallèle est vraiment flagrant. C'est effrayant de similitudes. J'ai l'impression qu'on est fin 2011, début 2012, au moment où la nouvelle constitution est mise en place, au moment où il y a des rassemblements qui mettent dans la rue 100 000 personnes, avec une diversité de manifestants, au moment où il y a les députés de LMP qui s'enchaînent pour bloquer l'entrée au Parlement, pour empêcher de faire passer en force, je crois que c'était le 23 décembre, faire passer en force un nombre monstrueux de lois sans aucun débat démocratique ni débat parlementaire. Et puis cet essoufflement pour plusieurs raisons, des conflits au sein de LMP, un manque de leadership, mais je dirais encore plus, c'est ce que tu soulignes dans ta chronique de cette semaine aussi, l'absence d'une vision politique alternative autre que le passé et autre que le fait de s'opposer au gouvernement en place, qui fait que le gouvernement en place t'évoquais des ordres de grandeur de 35% de soutien populaire, c'est un peu ce qu'a Viktor Orban ici, même un peu moins, mais autour, sur les 70%, il n'y a pas de construction de narration alternative, de projet politique alternatif suffisamment fort pour faire descendre les gens dans la rue, ou même pour les mobiliser, pour aller voter, alors qu'il y a un espace pour sortir le Fidesz dans les urnes. Est-ce que, Justine, tu peux nous faire un tableau des forces en présence? Donc, le parti majoritaire, c'est le parti Droit et Justice. Voilà, le PiS. Qui est le code? On connaît Razem aussi, dont on le présente comme un Podemos à la polonaise. Est-ce que tu peux nous dire à peu près les acteurs politiques majeurs qu'on a? Oui, alors, Razem, le parti Ensemble, juste avant les élections, je me souviens, il y avait eu un débat et on avait dit, oh là là, mais Razem, ça va exploser, ça va être super. Non, voilà, les Polonais sont pas de gauche, je le dis comme ça. C'est-à-dire que par rapport à ce qu'on pense qu'est la gauche en France et aux logiques, les Polonais sont toujours beaucoup plus à droite. C'est-à-dire que PO serait presque considéré comme un parti de gauche. Alors que c'est la plateforme civique. Voilà, plateforme civique. À droite au sens conservateur. Oui, ils sont conservateurs, ils sont très libéraux, voilà, c'est le capitalisme, etc. Donc je trouve qu'il y a c'est beaucoup en fait axé sur l'économie, on va dire, et PO était très préoccupé par l'économie tout en étant relativement libéraux sur les mœurs. Voilà. Après, il y a le parti Nowoczesna qui veut dire moderne, qui est peut-être un peu plus à gauche, mais PO est à 19% à peu près aujourd'hui. Je sais plus à combien est Nowoczesna, mais c'est un peu moins. Et après, il y a des petits partis de droite. Il y a Cookies aussi, qui vote globalement comme le PiS. Et Razem n'a pas d'élu, il me semble. Et en fait, il y a personne de gauche au Parlement aujourd'hui. Donc, comment la gauche existe en dehors? Je pense qu'ils n'ont pas encore trouvé la réponse. Et il y a eu un congrès des gauches, je crois en décembre, à Varsovie. Et c'était même à savoir qui va y aller, qui va pas y aller. Donc, c'est le compliqué. SLD qui est encore le représentant de l'ancien parti communiste, c'est ça? Ouais. Et il en est où, lui, à peu près, au niveau... C'est pareil, c'est pas grand-chose, quoi. En fait, en dehors du PiS, de Cookies, il y a aussi le parti de Corbyn. Palikot, c'était il y a longtemps, Palikot, en fait. Il y a quelques années, maintenant, ça s'est essoufflé. Je pense qu'il est plus retourné à ses affaires, parce que c'est un entrepreneur et qui... C'est le Bernard Tapie un peu polonais, non? Oui, peut-être avec une meilleure image, je pense. Avec une meilleure image. Une très bonne image. Voilà, oui. Dans les années 90. Tu n'as pas connu l'époque où il avait une très belle image. Oui, c'est peut-être ça. Mais... Voilà, ouais, donc plutôt à droite. Quel rôle est joué ou pas par tous les Polonais de l'étranger? Est-ce que c'est des gens qui ont le droit de vote? Est-ce qu'ils ont voté? S'ils ont voté, ils ont voté quoi? Est-ce qu'ils sont présents par rapport à ces débats ou globalement ils s'en moquent un peu puisqu'ils sont très loin de tout ça? Et j'ajoute à cette question de Vincent, est-ce que tu peux nous parler du concept de Polonia dont tu parlais hier déjà? Alors, oui, il y a donc la Pologne est un pays, on va dire, d'immigration. Beaucoup de gens partent, notamment à Londres et aux États-Unis et en Allemagne. Je pense que ça doit être les principales destinations. Est-ce qu'on a des ordres de grandeur du nombre de personnes qui sont parties depuis ces dernières années ou est-ce que les personnes ces dernières années, non, les personnes ne reviennent pas et c'est un des grands problèmes. C'est-à-dire que les gens espèrent, le gouvernement espère toujours que les Polonais vont revenir, les Polonais qui sont partis.
vont revenir éduqués, vont revenir avec de l'argent, vont revenir forts, etc. Et ils reviennent pas forcément. Et d'ailleurs, les Polonais qui sont à Londres en ce moment sont en train de se demander si on va être obligé de revenir, et je pense que c'est une inquiétude. Ensuite, il y a des communautés qui sont à l'étranger, qui sont installées depuis plusieurs générations, notamment tous les gens qui sont partis de Cracovie au siècle dernier et qui se sont installés aux États-Unis. Donc ces gens-là sont extrêmement conservateurs, ils votent, je pense, et ils votent PiS. Et je pense qu'ils sont importants dans la définition des rapports avec l'étranger aussi. La Pologne accorde beaucoup d'importance au pays dans lequel elle a beaucoup de ressortissants qui vivent, dans lesquels. Donc, et dont on sait que beaucoup de ces ressortissants qui sont les héritiers de longues générations d'émigrés polonais, on les retrouve à des postes clés qui permettent de faire du lobbying en faveur du pouvoir en place. On le voit aux États-Unis, il y a un Polonais qui est très proche de Trump. Voilà, et qui conseille, justement, qui a conseillé au ministère des Affaires étrangères, enfin qui lui a conseillé, qui lui a dit, en gros, les relations internationales se renégocient en ce moment avec les États-Unis. Si vous voulez bien vous positionner, vous pouvez vous reposer sur la communauté polonaise aux États-Unis. En gros, voilà, ça va être plutôt économique et ça va être à qui fera le meilleur lobbying et qui pourra apporter le plus. D'accord, et je crois qu'on parle de à peu près 15 millions de Polonais de la diaspora. Diaspora, c'est pas le terme précis, parce qu'on parle normalement de diaspora quand il y a plus de gens hors du pays que dedans. Ouais. Enfin là, c'est plus facile pour nous de dire diaspora, mais c'est ça, 15 millions. Alors, c'est entre 13 et 20 millions. 13 et 20 millions. Voilà, donc sur 38 millions de Polonais qui vivent en Pologne. Et ceux qui sont partis dernièrement, c'est quel ordre de grandeur et c'est quel profil ? Ça, je sais pas trop. J'ai cherché dans les chiffres, on n'a pas encore trop de retours. Mais je pense qu'il y a deux profils de gens qui partent. Il y a les gens qui sont très bien éduqués, qui n'ont pas forcément leur place en Pologne, probablement pas en plus aujourd'hui, parce qu'il y a eu beaucoup de changements dans les administrations, etc., pour mettre des proches du PiS. Donc ces gens-là partent parce qu'ils peuvent avoir une vie meilleure en France, parce qu'ils parlent français ou anglais. Et je pense qu'il y a aussi des gens très peu qualifiés qui voient pas le bout du tunnel en Pologne et qui s'en vont à Londres pour essayer d'être chauffeur routier, par exemple. Mais je connais plein de gens qui ont effectivement quelqu'un dans leur famille qui est parti et qui veut pas revenir. Et je connais plein de gens en ce moment qui se demandent s'ils vont partir ou pas. Et les gens que je rencontre, j'ai rencontré une avocate par exemple, ou des étudiantes qui ne partent pas forcément parce qu'ils ont envie de construire le futur de la Pologne, mais ils partent pas parce qu'ils sont trop attachés à leur famille ou trop attachés à leurs amis, ou parfois juste parce qu'ils sont nuls en langue et qu'ils se disent que ça marchera pas à l'étranger et ils restent. Mais c'est assez compliqué, je pense, quand on est dans l'élite polonaise et qu'on est, on va dire, de gauche ou du moins libéral aujourd'hui, de se faire sa place. Et je me demande souvent pourquoi les gens restent au final. Pourquoi les gens restent dans un pays qu'ils n'aiment pas forcément, dans un pays qui est complètement divisé et où le peuple les comprenne pas, et je pense qu'ils comprennent pas le peuple, et dans un pays où les valeurs occidentales, on l'a vu avec quand le ministère des Affaires étrangères avait dit que les Polonais c'était pas une nation de végétariens et de cyclistes comme en Allemagne, et cette espèce de mépris justement, et de dire c'est pas ça la Pologne c'est catholique et la Pologne c'est conservateur. Je me dis pourquoi ils restent quoi. Moi, je me t'as donné la réponse parce que les liens familiaux, parce que c'est là qu'on est né. Voilà, ou des fois, j'ai une amie qui est écrivain et qui écrit beaucoup sur le ghetto juif et sur les trucs comme ça, et je pense qu'elle a un intérêt pour l'histoire sans être forcément nationaliste et patriotique en retour. Est-ce qu'il y a un côté brutal dans les faits de la part du gouvernement, ou ça s'arrête à une dimension très symbolique ? Est-ce qu'il y a vraiment eu, par exemple, des purges importantes dans les institutions publiques, dans les universités, oui, dans les médias, dans les instituts polonais à l'étranger. Il y a eu beaucoup de changements, ça n'a pas été en douceur, mais en même temps, le PiS est en train juste d'appliquer son programme. C'était des promesses de campagne, il les tient, et voilà. Et ce que les gens voient, c'est que ils ont mis en route quelque chose qu'on leur a promis, et c'est pour ça qu'ils restent populaires, je pense. Plus les mesures sociales qu'ils ont prises, qui sont hyper importantes. Donc je peux peut-être les rappeler. Ouais. Ils ont ramené l'âge, il y a une loi qui prévoit de ramener prochainement l'âge de la retraite à 60 ans pour les femmes et 65 ans pour les hommes, contre 65 et 67 ans, je pense. Ils ont réévalué le SMIC, qui était très bas. Il y a enfin des allocations familiales, donc c'est 500 zloty, soit à peu près 115 € par mois à partir du deuxième enfant et par enfant sans condition de ressources.
Qu'est-ce que j'oublie d'autre? Enfin, je pense que c'est essentiellement ça. C'est déjà des bonnes raisons de voter pour eux, hein, pour une bonne partie des gens, parce que t'as anticipé sur ma question suivante, qui n'était pas une question, mais plutôt une remarque. C'est finalement le Parti droit et justice n'a pas volé le pouvoir. Ah non, certainement pas. Ils sont arrivés au pouvoir par les urnes et très bien élus en plus. Et très bien élus. Il y a un côté. Bon, nous on a suivi ça dans les médias. Certes, on voit qu'il y a une remise en question de certaines valeurs démocratiques, voilà, comme on a vu en Hongrie. Mais est-ce qu'on n'a pas trop fait est-ce qu'on n'a pas donné trop d'importance, est-ce qu'on n'a pas surgonflé le phénomène de la contestation qui s'est rapidement essoufflé, comme tu le disais, pour délégitimiser un peu le PiS qui est finalement qui reste populaire et qui a été très bien élu. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Est-ce que toi, le traitement médiatique t'a paru absolument équilibré sur cette question? Alors, en fait, ça dépend dans quel milieu on évolue. Moi, j'habite à Varsovie, j'ai des amis qui parlent plusieurs langues, etc., et qui sont radicalement opposés au PiS et qui en sont malades et qui se disputent avec leurs amis, des fois, ou avec leur famille. C'est-à-dire, c'est extrêmement fort. Et les gens sont révoltés. Est-ce que ça se traduit vraiment dans la rue? Oui, je pense qu'il y a eu de très très grandes manifestations, notamment pour défendre les valeurs européennes, etc. Donc, je pense que ça existe. Ça existe, mais on oublie peut-être des fois de rappeler que le PiS a fait des choses qui étaient bien, comme les allocations familiales, qui étaient nécessaires, que n'avait pas fait Plateforme Civique pendant 8 ans, les 8 ans où ils étaient au pouvoir. Et on oublie peut-être de le rappeler parce que c'est des gens, on va dire, qui ont de bons revenus et qui n'ont pas besoin de ces politiques-là et qui se concentrent essentiellement sur les valeurs. Donc je pense que voilà, et ça c'est vrai, au niveau des valeurs, le PiS est extrêmement violent et voilà, on se dirige vers un régime, je dirais, autocratique et ils révolutionnent la justice, l'éducation, etc. Ils font vraiment un grand chantier qui est très dur. Et c'est dur au niveau du symbole aussi pour des gens qui... Ça va au-delà du symbole. Ils sont en train de vraiment tout changer dans le système juridique. Avec le tribunal constitutionnel, ils ont mis une nouvelle présidente, donc qui est à leur côté, donc c'est plus un contre-pouvoir. Les médias ne sont plus des contre-pouvoirs. Donc je pense que c'est plus que les valeurs. C'est la démocratie. Par contre, on parle aussi... Enfin, il y a des Polonais c'est pas leur préoccupation principale parce que ça change rien dans leur vie. Par contre, ce qui change dans leur vie, c'est d'avoir des allocations pour leurs enfants. Et il y a eu un boom des naissances 10 mois après l'introduction des allocations familiales. Voilà. Et Plateforme Civique a déjà dit on va les conserver parce que les gens, voilà, ça va devenir un enjeu aussi aux prochaines élections. Si Plateforme Civique arrive et dit on les garde pas. Voilà. Donc il y aura quand même eu au moins une avancée sociale. C'est Ludovic. Moi j'avais une question sur Plateforme, sur le Parti droit et justice, justement, un certain nombre de politiques qui avaient cette loi contre l'avortement, ou en tout cas pour limiter l'avortement en Pologne, et on a senti qu'il y avait déjà des dissensions qui pouvaient apparaître, et c'est toujours la question, quand il y a un parti qui devient hégémonique, dans quelle mesure, d'une certaine façon, il y a aussi au sein de droit et justice des forces qui pourraient remettre un petit peu en cause Szydło ou Kaczynski. À l'intérieur du parti? Ouais. Non. Il y a pas, c'est vraiment homogène, c'est un idéologique. Je pense que c'est un bloc homogène. Ils suivent les consignes de vote. Après, le cas de l'avortement, c'était différent parce que Kaczynski avait assuré la veille du vote qu'il ne donnait pas de consignes de vote et que chaque député devait voter en son âme et conscience. Résultat tel-même, ils ont voté... Enfin, je vais peut-être rappeler ce qui s'était passé parce que c'est un petit peu compliqué. De cette histoire de la remise en cause de l'avortement et de la remise en cause de certains droits des femmes polonaises. Donc, en fait, pour l'avortement, il y a ce qu'on appelle le compromis de 1993 qui avait été trouvé entre tous les partis et l'Église, qui est aussi très importante. Et l'avortement est interdit, sauf dans 3 cas, si la mère est en danger de mort, si le bébé n'est pas viable et si c'est le résultat d'un viol ou d'un inceste. Voilà, donc ça c'est l'idée que les Polonais se font d'un compromis et d'une loi équilibrée sur l'avortement. Voilà, donc on peut en discuter. C'est pour certains...
pour certaines associations très conservatrices et très catholiques, c'était encore trop et c'était l'équivalent d'un meurtre. Donc il y a une proposition populaire qui a été portée au Parlement qui disait on veut interdire l'avortement dans n'importe quel cas et également on veut que les femmes qui avortent et les médecins qui les aident aillent en prison s'ils l'ont fait. Ça, c'était l'année dernière. C'était ça a traîné un moment parce qu'en fait il fallait recueillir des signatures, donc ça a mis un peu de temps, mais ça a été voté il me semble en octobre. D'accord. Et il y a eu une contre-proposition d'associations féministes qui disaient nous on veut la libéralisation de l'avortement. Et il y a eu un vote, et pour qu'en fait ces propositions populaires soient étudiées, il faut qu'elles obtiennent la majorité des voix des parlementaires. Et l'idée, en fait, je pense certains imaginaient que les deux propositions seraient étudiées et qu'à la fin sortirait peut-être un durcissement de l'accès à l'avortement. Et ce qui s'est passé, en fait, qui était assez surprenant, c'est que les parlementaires ont décidé d'écarter le projet pour autoriser l'avortement et d'étudier uniquement celui qui interdisait tout accès à l'avortement. De là, il y a eu une contestation massive, donc il y a eu un mouvement de Charny Protest et il y a eu ce qu'on appelle un lundi noir où toutes les femmes, c'était vraiment pour le coup très très impressionnant, et là il y avait du monde dans les rues, il y avait des femmes, il y avait des hommes, tout le monde habillé en noir, et voilà, c'est un sujet qui a énormément divisé et surtout qui a scandalisé au-delà de l'habituel électorat, on va dire, libéral. Parce qu'il y a des femmes qui votent pour PiS, par exemple, ou qui se sentent vraiment catholiques et conservatrices, qui étaient en faveur du compromis. Et qui trouvaient que la remise en cause du compromis, c'était vraiment aller trop loin. C'est-à-dire, même l'épiscopat disait, on va quand même pas mettre les femmes en prison. Même l'Église trouvait que c'était un petit peu trop fort. Ce qui fait que ça a vraiment énormément mobilisé, parce que ça a mobilisé au-delà des cercles habituels. Finalement, de manière inattendue et très étrange, le PiS a reculé en disant finalement on va pas l'étudier. Enfin, ils l'ont un petit peu enterré en disant on verra plus tard. Et là, où tout le monde s'est réjoui dans les médias étrangers et même polonais en disant oh les féministes ont gagné, les femmes ont gagné, tout le monde a gagné. Non, en fait, ce qu'a fait Kaczynski, c'est qu'il a coupé l'herbe sous le pied à l'opposition qui était en train de se former. Et impossible après depuis, il n'y a pas eu de manifestation d'une telle ampleur. Il a bien vu que ça allait au-delà de sa base, il a bien vu que ça n'allait pas l'aider, et il a reculé parce c'était plus malin de reculer, et ça n'a pas été analysé comme ça juste après. Les gens se sont dit oh là là, Kaczynski perd la face, ce qui arrive pas souvent, et non, en fait il a été malin, quoi. Ludovic, tu voulais intervenir? C'était juste une question par rapport à Kaczynski. C'est quoi la réalité de son pouvoir? Parce que souvent, je vais poser exactement la même question. Ça veut dire que c'est une bonne question. On parle de Duda, le président, Szydło, qui est premier, mais lui, c'est chef du parti, c'est ça? Voilà. Alors, Jarosław Kaczynski est le chef du PiS, qui est un parti qui existe depuis une quinzaine d'années. Il a été Premier ministre en 2006-2007, je crois, et son frère jumeau, Lech Kaczynski, était président. Donc il est décédé, on le sait, en décembre 2010 dans le crash à Smolensk, qui est pareil, quelque chose de très important en Pologne aujourd'hui. Et lui, c'est, on va dire, c'est la caution morale et l'idéologue du parti. Et à la veille des élections, il savait qu'il serait pas élu. Il savait en fait, il pouvait pas être président parce qu'il est beaucoup trop impopulaire. Voilà, il cristallise une grande opposition, et c'est un monsieur, c'est un petit monsieur de je crois 67 ou 68 ans qui vit avec son chat et qui vivait avec sa mère jusqu'à qu'elle décède il y a 2 ou 3 ans. C'est un célibataire endurci qui déteste les femmes, qui est raciste aussi, et voilà, et qui est très dur. Donc il savait qu'il avait aucune chance, donc il s'est pas présenté, mais il a, on va dire, des lieutenants qui sont Andrzej Duda, qui est, moi je trouve gentillet, on va dire, qui a une image d'être un petit peu police consensuelle. Voilà, un petit côté gendre idéal. Il est relativement jeune, il a moins de 50 ans, je crois, et donc Beata Szydło, qui est la première ministre et qui Szydło. Comment tu prononces? Peut-être que je prononce mal, mais c'est Szydło. Ok, d'accord. Donc voilà, ce
Quand ils ont formé le gouvernement, ils ont dit à Beata, t'es gentille, tu vas prendre quelques jours de vacances, il y a une grande mission qui t'attend, et voilà. Et en gros, ils ont formé le gouvernement sans elle. Donc ça donne une idée du pouvoir, de son pouvoir à elle. Et voilà, donc c'est Kaczynski pardon, qui non, il est pas dans l'ombre. C'est ça, c'est pas vraiment l'homme de l'ombre. C'est-à-dire que c'est assumé, c'est lui qui dirige, c'est lui qui donne les ordres. C'est vu comme tel, c'est accepté comme tel. Et Merkel est venue en Pologne et elle a discuté 1 heure avec lui. Voilà, donc voilà. Est-ce que c'était la question suivante que je voulais poser, mais tu y as déjà largement répondu. Qu'est-ce qu'on sait de lui, de Kaczynski? Donc, je sais que sur son rapport aux femmes il est moqué pour son rapport à sa mère. C'est vrai que c'est un fils à maman, célibataire, comme tu disais, qui vit avec son chat. Il est un peu l'opposition libérale se moque beaucoup de son personnage à lui. Alors Kaczynski, c'est moi j'ai du mal à le saisir. Quand je suis arrivée, Kaczynski, donc je suis arrivée juste avant les élections, enfin 1 mois avant. C'était voilà, on se moquait de lui. C'était un clown, un imbécile, un fou, tout ce qu'on voulait. Voilà, il était beaucoup moqué, etc. Je suis allée à quelques conférences juste après les élections. Et les gens commençaient à dire non, mais Kaczynski, il est raisonnable en fait, parce qu'il avait dit des trucs sur les migrants, que les migrants allaient rapporter des maladies en Pologne, qu'il fallait pas qu'ils viennent. Enfin, vraiment, il avait un discours raciste et odieux. Vraiment, il prend pas de gants quand il parle. Voilà, donc les gens se sont dit ah non mais on va pas s'inquiéter, Kaczynski est plus malin que ça, il est raisonnable et en gros il va faire une politique très raisonnable. Bon, faux, voilà. Comme on l'a dit avec Trump. Voilà, et voilà, moi je pense que c'est un petit peu, on pourrait faire un parallèle avec Trump là-dessus, de se dire non mais il va être raisonnable. Non, il est pas raisonnable, il est là pour faire son programme, ça fait longtemps qu'il attend de revenir au pouvoir, il a des objectifs très clairs, il sait quoi faire et il l'applique. Et il est suffisamment malin pour être pragmatique, on l'a vu sur la question de la remise en cause de l'avortement. J'insiste vraiment sur sa personnalité à lui, parce que d'ici c'est une image qui nous plaisait bien, mais partout à l'étranger on l'a présenté un peu comme le Orban du pauvre, c'est-à-dire qu'on peut reprocher beaucoup de choses à Orban, mais Orban est un type intelligent. C'est vrai que Kaczynski est charismatique. Alors c'est vrai que Kaczynski a l'œil un peu bovin, quoi. Et en fait, il a peut-être été sous-estimé par ses adversaires. Tu risques d'être interdit de séjour en Pologne quand ça n'engage que toi. Non, je fais dire. Non, il me le fait dire à moi pour que je puisse pas rentrer. Non, et justement, il a été sous-estimé par ses adversaires et finalement, il est beaucoup plus stratège et pragmatique, intelligent qu'on le présentait. Ou plus fou qu'on ne le pensait. Est-ce qu'il est intelligent ou est-ce qu'il est vraiment ou est-ce qu'il est fou? Voilà. Et Corentin, tu voulais t'exprimer? Ludovic. Oui, bon, pardon. Ludovic. Non, mais justement, parce qu'on dit qu'il est jusqu'au boutiste, qu'il sait ce qu'il veut, etc. Mais il veut quoi? Parce que d'une certaine façon, c'est quoi la finalité? C'est quoi sa finalité? C'est quoi son agenda pour parler comme un politiste? Qu'est-ce qu'il veut apprendre? Moi, je pense que c'est une question de valeur et de retourner à une Pologne. Alors, ce sera pas faire que la Pologne soit à nouveau grande, mais c'est retrouver la dignité de la Pologne, on va dire. Et je pense qu'il y a en Pologne autant chez les politiciens que le peuple un discours, j'ai envie de dire victimaire, mais ce serait pas gentil, mais voilà, cette idée qu'ils ont été. Fonctionne bien là encore. Cette idée que c'était une victime. Et il y a un côté redonner une dignité à la Pologne, donc dans l'Union européenne, dans les rapports, dans les relations avec les États-Unis ou par rapport à l'OTAN, etc. Donc voilà, compter à nouveau sur la scène internationale, ce qui est compliqué là, parce que du coup il est plutôt isolé. Il n'est pas isolé, il y a Budapest. Voilà, donc ils sont deux à être. Il n'y a pas si sur la Pologne pour avoir du poids en Europe. Il y a ça et je pense qu'il y a le côté aussi redonner de la dignité aux Polonais et faire que les Polonais puissent vivre décemment en Pologne. Je pense qu'il y a ça aussi. Et il y a un fervent nationalisme, donc être fier d'être polonais. Il y a beaucoup de gens qui sont fiers d'être polonais. Ça, c'est un patriotisme. Je pense que c'est un patriote. Et ça passe aussi par les relations très très tendues avec la Russie. Ouais. Et donc le crash de Smolensk, qui est la question que je voulais poser. Qui est quelque chose de
Moi, des fois, je comprends pas. Je me dis, on dirait que c'est de la fiction, quoi. Rappelle-nous l'affaire de Smolensk et le rapport avec la Russie aussi. Alors, donc, en décembre 2010, l'avion présidentiel, en fait, avec ils étaient un petit peu moins d'une centaine de ministres, d'officiels, à se rendre aux commémorations du massacre de Katyn en Russie, et se sont écrasés en arrivant à l'aéroport de Smolensk. Et il faisait froid, évidemment. Et l'idée défendue par Kaczynski, qui a perdu son frère, son frère jumeau en plus, oui. À l'époque, c'était les deux chefs du gouvernement. Voilà, c'était ça. Pense que c'est un attentat des Russes. Voilà, il en est mais viscéralement convaincu. Je pense pas que ce soit quelque chose pour rassembler les Polonais autour d'une idée anti-russe, etc. Je pense vraiment il en est extrêmement convaincu. Et il y a eu donc des enquêtes par le gouvernement suivant, donc en plus par Donald Tusk, et qu'on conclut qu'en fait c'était probablement l'ère Kaczynski, le président, qui avait ordonné aux pilotes de se poser pour pas être en retard ou quelque chose comme ça, malgré les conditions, et c'est comme ça qu'ils se sont crashés. Où on en est 6 ans plus tard, tout le PiS est toujours persuadé que les Russes cachent quelque chose, en dépit d'enquêtes internationales, etc., qui disent le contraire. Ils ont relancé une commission d'enquête. Le ministre de la Défense, Antony Macierewicz, est pareil de ce côté-là. C'est un obsédé de Smolensk. Et ce qui n'aide pas, je pense, c'est que la Russie ne veut pas rendre l'épave. Voilà, ils veulent pas rendre l'avion, donc il y a d'autant plus de suspicions, et c'est infini, et c'est une question qui divise vraiment la société polonaise. Oui, et il y a eu un film qui est sorti sur Smolensk qui soutenait justement la thèse du gouvernement. Il y a un mélange, il y a un côté, est-ce qu'il y a des espions russes, est-ce que il y avait des espions russes dans le gouvernement qui auraient aidé, enfin c'est vraiment c'est une psychose, et on en est arrivé, enfin ils en sont arrivés à un point où ils ont dit on va exhumer les corps des victimes. 6 ans après, alors que déjà il en restait pas grand-chose, et il y a des familles qui s'y sont opposées mais qui n'ont pas eu gain de cause. Donc on va, contre la volonté des familles, exhumer des corps. Ça a commencé, je crois, en novembre, et ça va prendre quasiment 1 an pour repasser tous les tests sur les restes, dont il y a presque plus, alors que en fait justement les corps étaient dans un tel état que les restes étaient mélangés, donc on exhume des corps mais on sait pas vraiment à qui ils sont, enfin c'est extrêmement douloureux pour les familles. C'était très dur. Il est prêt à aller jusque-là, à tout refaire, et il blâme Donald Tusk, disant que c'était sa faute, que l'enquête a été mal faite, qu'il y a eu une négligence. Enfin, c'est interminable. Vincent. Justement, par rapport à Donald Tusk, qui a pris une certaine dimension européenne, en Pologne, les gens en pensent quoi? En Pologne, les gens en pensent quoi? Est-ce qu'il est à Bruxelles et il joue plus aucun rôle au niveau local, ou il reste une figure qui peut revenir et jouer un rôle national? Alors, Donald Tusk, c'est compliqué. Il y a Donald Tusk, le traître, qui, pour l'argent et pour sa carrière personnelle, est parti à Bruxelles. J'ai plein d'amis qui le haïssent, même si c'était pour le parti. Donc, et les gens... comment ? Pas de fierté nationale d'avoir le premier ressortissant d'un pays d'Europe centrale à la tête de la commission. Non, parce qu'il est parti un peu avant les élections, parce qu'il a mis Eva Kopacz à sa place, qui n'a pas forcément eu un bon bilan, qui était première ministre du coup. Voilà, il est parti, il est parti un peu comme un voleur, en laissant tout en plan, et... En plus, il y a eu un scandale avec Plateforme Civique. Enfin, il y a eu des députés, des ministres discutaient dans un restaurant, et voilà, ils représentaient vraiment les gens privilégiés en Pologne qui se servaient un peu, les gens qui profitaient un petit peu alors que le peuple cravachait à côté et n'avait pas à manger. Enfin, et du coup, ils ont été enregistrés, c'est sorti dans les journaux, et il y a eu un gros scandale. Enfin bref, en gros, tout ce qui est parti à ce moment-là. Et il y a des gens qui l'aiment encore en Pologne et qui se disent que quand il rentrera, ça ira mieux. Et il y a des gens qui le détestent et qui pensent que si on en est là, c'est par sa faute, c'est parce qu'il est parti et qu'il a lâché Plateforme Civique pour une ambition personnelle. Question peut-être avec un lien direct. Où en est la corruption en Pologne dans un premier temps? Est-ce qu'il y a des procès ou des enquêtes par rapport aux cas de corruption autour du gouvernement précédent, celui de Donald Tusk par exemple? Et aujourd'hui, est-ce que le PiS, à l'image de Fidesz, se sert allègrement dans la caisse
soutenir, créer une oligarchie nationale ou aider les copains? Alors, j'ai pas l'impression, j'ai pas vu de gros scandales. J'ai l'impression que c'est pas vraiment l'argent qui motive le PiS. C'est vraiment sur les valeurs. Et s'ils veulent de l'argent, ils préfèrent l'avoir. Donc, il y a eu ce projet d'impôt sur le commerce de détail et sur les grandes banques et dire, on veut de l'argent, il y a plein d'entreprises étrangères en Pologne, on va les taxer. Et voilà, ça a été retoqué par l'Union européenne. Ils ont fait appel. Il n'y a pas de nouvel impôt du coup qui est entré en vigueur depuis. Mais j'ai pas cette impression-là de corruption. C'est plus justement Plateforme Civique qui avait une image un peu d'aimer trop l'argent et d'être trop bling bling. Après, il y a quelques cas de corruption. Là, j'ai vu, mais c'est plus en rapport avec Varsovie et la redistribution. En fait, après à la chute du communisme. Il y a eu des gens qui se sont servis, on va dire, sur les immeubles qui avaient été nationalisés. C'est pas très clair. Il y a des gens qui ont été arrêtés, mais c'est pas forcément des gens du PiS. Voilà. Donc qui s'étaient débrouillés avec des avocats pour avoir récupéré des immeubles. Enfin, c'est encore en débat aujourd'hui. D'accord. Donc la corruption, c'est pas ce qui défraie la chronique à ce jour, et c'est la corruption comme ça, non. Après, la corruption de tous les jours. La corruption de tous les jours. Oui, ça, oui. Parce que voilà. Il va falloir. Nous, en 2011-2012, les gens qui venaient ici, on leur racontait Orban et ils nous disaient, mais qui y a derrière? Est-ce qu'il y a une oligarchie tapis dans l'ombre qui se sert? Et à l'époque, on répondait comme toi maintenant, on disait non, ou en tout cas on ne le sait pas encore. C'est peut-être ça. Alors que maintenant, depuis un ou 2 ans, on ne parle plus que de ça ici. En 2014, on parlait de l'État mafia, quoi. Voilà, et depuis 2014, on parle de l'État mafia ici. C'est peut-être aussi exagéré, mais enfin, voilà, c'est peut-être avec le temps, on va découvrir. Ce qui est la continuité d'un système. Tu parlais des 20 000 euros détournés par le dirigeant du Code. 20 000 euros en France, ça fait rigoler François Fillon. Hein. Fallait juste que je le fasse. Ça fait rigoler les copains. Là. C'est pas vraiment détourné. C'est-à-dire qu'il a probablement surfacturé des services qu'il a vraiment rendus. Voilà, il les a facturés au Code. Après, c'était sa société qui partage avec sa femme. C'est pas pour le défendre, mais il était pas rémunéré parce que les statuts du Code empêchent les gens d'être rémunérés et il passe énormément de temps. C'est quelqu'un qui était déjà endetté avant et qui passe énormément de temps à représenter le Code, etc. Et voilà, ça faisait quand même une grosse somme pour. C'était 6 mois de service informatique. C'est plus une histoire malheureuse liée à la naissance d'un jeune mouvement avec. Des structures qui ne permettent pas de gérer l'argent correctement de manière transparente, des petits conflits d'intérêts qui sont à l'échelle des enjeux qui sont c'est un gros conflit d'intérêts et qui casse la dynamique de construction parce que ça. Là, quand on parle de transparence et de confiance, c'est difficile après de continuer. Ouais, je pense que c'est une question de c'est ça, c'est une question de confiance. C'est pas dramatique, mais c'est il l'a dit lui-même, c'est malheureux quoi. C'est quoi exactement le positionnement du Code? Il me paraît pas très très clair justement sur donc le comité pour la démocratie. Sur le clivage gauche-droite, sur les valeurs qu'il porte, etc. Parce que nous, quand on le voit dans la presse occidentale, on a l'impression que c'est un dissident éclairé, etc. Mais après, quand je regarde, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup, beaucoup moins limpide. Sur Kijewski ou sur le Code? Alors, le Code, globalement, ils sont pro-européens, c'est les valeurs européennes et c'est la défense de la démocratie. Ils se sont énormément mobilisés justement pour le système judiciaire et le tribunal constitutionnel. Les médias aussi, beaucoup, défense des médias. Ils se sont montrés beaucoup avec Nowościana et Plateforme Civique. Et c'est du coup, c'est peut-être pour ça aussi que ça va être compliqué pour ces deux partis-là maintenant. Mais après, il y a des antennes du Code un peu partout et il y a le mouvement, on va dire, c'est défense des valeurs de la démocratie, mais il y a quand même des gens qui ne veulent pas de migrants au Code. Enfin, ça va. C'est comme il n'y a pas énormément l'opposition est vraiment beaucoup concentrée autour du Code, donc ça rassemble un petit peu tous les gens qui sont contre le PiS. Et c'est peut-être pour ça que c'est pas très clair. Politique, c'est un comité qui est là pour limiter la casse, essayer de manifester. Ouais, c'est une association quoi. Enfin, voilà. Donc c'est pas un parti politique avec un programme politique qui a vocation à gouverner derrière. Non, mais ils s'expriment beaucoup. Ils sont très proches des députés. Ils essayent de rendre compte de leur opinion et ils essayent de rassembler la société civile, on va dire.
Je vais revenir à ce dont on parlait juste avant, sur les taxes qui ont été imposées sur des entreprises étrangères. Cette dimension capital étranger, est-ce que c'est un discours qui a été mis en exergue par le PiS pour arriver au pouvoir? Je te pose cette question parce que c'était un des grandes promesses d'Orban, c'est-à-dire de recapitaliser, enfin de virer le capital étranger pour le remplacer par du capital hongrois. Pas le virer, mais au moins le taxer correctement. Quoi. Et revenir à un niveau plus équilibré entre capital étranger et capital hongrois. Orban a été invité en début septembre, au grand Ramdam annuel, le grand congrès annuel de l'économie en Pologne qui se tenait à Cracovie. Il venait d'être élu homme de l'année dans un grand magazine conservateur polonais. Il a été accueilli en guest star par Kaczynski. Il a été l'invité et il a tenu une conférence conjointe avec Kaczynski. C'est la première fois que les deux hommes, dont on disait qu'ils étaient queue et chemise, s'affichaient ensemble publiquement, finalement. La discussion a été assez intéressante et le thème de la discussion, c'est le patriotisme économique. Et Kaczynski dit, noir sur blanc, notre modèle, c'est Viktor Orban. Oui, et son patriotisme économique. Orban leur a donné une leçon de patriotisme économique. Je rappelle juste cette petite anecdote qui est rigolote à la fin. C'est Orban, les deux ont été très complices pendant cette discussion. Orban qui dit à Kaczynski, nous on a un dicton en hongrois, c'est que quand on fait confiance à quelqu'un, on peut aller voler des chevaux ensemble. Et sur ce, Kaczynski lui répond, je crois qu'on va pouvoir aller voler des chevaux avec les Hongrois, et je connais une très grande écurie qui s'appelle l'Union Européenne. Alors, pour donner confiance à l'Union Européenne et aux autres partenaires européens, il y a mieux. Mais voilà, est-ce que du coup c'est un pan du discours important du PiS, contrebalancer l'influence du capital étranger? Et est-ce qu'ils y arrivent finalement? Parce que tu disais que finalement l'Union Européenne s'est opposée à ces mesures. Ils n'ont pas réussi pour le moment. En fait, comme le PiS a de grandes ambitions, on va dire, en matière de politique sociale, et vraiment ce côté de redonner la dignité aux Polonais, ça passe par, c'est aussi les capitaux étrangers qui s'enrichissent, les entreprises étrangères qui s'enrichissent depuis 25 ans en Pologne, qui vont payer maintenant. Voilà. Et c'était un peu cette idée. Et c'était compliqué d'une certaine manière, pour les Français, par exemple, les investisseurs français, etc., de dire c'est mal, parce qu'on peut pas dire il y en a qui ont dit c'est xénophobe et c'est raciste, etc. Mais en même temps, c'était presque pour la bonne cause, parce que c'était pour payer les allocations des enfants, principalement pour ça. Mais ils ont quand même réussi à faire reculer le PiS pour l'instant. Mais et Corentin, je crois que tu avais rencontré l'ambassadeur de Pologne en Hongrie, qui évoquait justement le sujet et qui n'hésitait pas à dire ce que moi aussi personnellement j'ai tendance à critiquer depuis plusieurs années, c'est-à-dire que les fonds européens sont indirectement retombés dans les caisses de multinationales occidentales et ont peut-être servi de payer des salaires le temps des constructions, etc. Mais une fois les constructions terminées, on laissait les grands déserts de chômage avec des petits centres-villes tout propres, bien refaits, des belles places, mais pas d'activité ni d'émancipation culturelle, éducationnelle des populations. Est-ce que tu partages un peu cette analyse dans la Pologne que tu connais, ou peut-être des Polognes plus rurales? Alors, la Pologne, je crois, est l'État qui reçoit le plus d'aide de l'Union Européenne. Donc, Hongrie, non, Par habitant, je crois que c'est l'Hongrie. Par habitant, mais par habitant, ils sont champions du monde de tout. Mais sur l'ensemble, c'est la Pologne. Et pour l'instant, c'est encore en construction. Ils font par exemple une autoroute Varsovie-Białystok. Les réseaux internet, ça a été financé par l'Union Européenne, des musées, énormément de choses. Donc, j'ai pas le recul suffisant pour dire est-ce que ça va créer ou non des emplois à long terme. Après, le taux de chômage en Pologne est relativement faible. Donc, justement, est-ce qu'il y a de la main-d'œuvre qui vient des pays de l'Est en Pologne? Notamment, je pense d'Ukraine. Je crois qu'il y a 1 million d'Ukrainiens. Il y a beaucoup d'Ukrainiens. Il y a beaucoup d'Ukrainiens et c'était d'ailleurs quand la Pologne était critiquée pour ne pas accepter de migrants et de réfugiés syriens, ils disaient on prend déjà notre part du fardeau puisqu'on a 1 million d'Ukrainiens chez nous. Voilà, oui, mais c'est des Ukrainiens qui ont un permis de travail et qui viennent travailler, quoi. Un passeport hongrois. Mais alors du coup,
je refais un petit parallèle entre la Pologne et la Hongrie. L'histoire de l'arrivée du Fidesz, elle est claire, elle est limpide. En 2010, quand Fidesz prend le pouvoir, ça fait 8 ans que les mêmes gens sont au pouvoir. Il y a une lassitude, il y a surtout un rejet total de leur politique, qu'on va dire social-libérale si on est gentil, et dont on dirait qu'elles sont néolibérales si on est méchant. À cela s'est rajouté une crise politique très profonde en 2006. À cela s'est rajouté une crise économique très grave en 2008. Voilà, la route était pavée. On sait pourquoi l'ancien bon élève de l'Europe centrale est devenu un mauvais élève et un paria. Voilà. En Pologne, c'est plus compliqué parce qu'on présente toujours la Pologne comme le grand gagnant de l'intégration européenne. Et du coup, si on pouvait comprendre ce qui s'était passé en Hongrie, ça a choqué tout le monde de dire la Pologne, comment ça se fait qu'elle va se retourner contre l'Union européenne qui lui a tant apporté, je mets des guillemets, en votant pour le PiS, sans te demander de tirer un bilan si l'Union européenne a été bénéfique ou pas. Voilà, c'est autre chose. Est-ce que dans le discours des gens, des électeurs du PiS que tu as pu rencontrer, qu'est-ce qu'ils disent et est-ce que tu les comprends? Est-ce que tu comprends fondamentalement les raisons qui font qu'ils ont voté pour le PiS? Oui, ils ont voté pour le PiS, soit pour les valeurs catholiques, c'est-à-dire un conservatisme, parce qu'ils rejettent les valeurs de l'Occident, soit pour les allocations familiales qui étaient promises. Ils ont revalorisé aussi les pensions de retraite, mais honnêtement, c'était misérable ce que les retraités touchaient, quoi. Donc c'était nécessaire. Et je pense que si le PiS est arrivé au pouvoir, c'est parce que Plateforme Civique, qui a été pendant 8 ans aux commandes, n'a pas fait son boulot, quoi. Et quand on regardait, j'ai lu pas mal avant de venir en Pologne d'articles qui dataient justement de début 2015 ou fin 2014. Qu'est-ce que c'est bien la Pologne, ils ont un super taux de croissance, le taux de chômage est faible, etc. Sauf qu'il y a 2 Polognes. Il y a la Pologne A, qui est la Pologne des villes, qui a un bon boulot, etc. Et il y a la Pologne B, qui est très rarement prise en compte et qui vit dans les campagnes et qui s'en sort pas forcément. Sans allocation, sans rien, les gens sont pauvres. Et le PiS a promis de changer ça, est en train de vraiment le changer, et c'est allé très vite. Je pense que c'est pour ça qu'ils sont arrivés au pouvoir. Après, sur l'Europe, il y a d'un côté un rejet des valeurs. Et je pense en particulier que la crise des réfugiés a fait peur à beaucoup de Polonais, y compris des Polonais modérés. Ça les a vraiment... il y avait à la télé des images qui tournaient en boucle de violence. C'était toujours très... les gens avaient peur. Tous les gens à qui j'ai parlé étaient terrifiés. Est-ce qu'on associait ça aussi aux séries d'attentats qu'il y a pu y avoir, notamment à Bruxelles et à Paris, ou pas? Alors après, oui. Les Polonais sont flippés pour les attentats, bien plus que les Français. C'est-à-dire que j'ai plein d'amis qui ne veulent plus trop aller à Paris ou à Bruxelles, qui se sentent tranquilles, on va dire, et en sécurité en Pologne. Pendant les JMJ cet été, c'est pareil, il y a eu un déploiement de policiers parce qu'il y avait cette terreur qu'il puisse se passer quelque chose, alors que les Français n'avaient pas peur. Après, je finis sur l'Europe. Je pense qu'il y a quand même, pour tous les Polonais de tous les milieux, une reconnaissance envers l'Union européenne, et les Polonais sont parmi les plus europhiles d'Europe. Donc, Kaczynski peut dire que l'Europe... Kaczynski veut repenser l'Europe, on va dire, pour redonner plus de place aux États, etc. Ils pensent que le modèle n'est pas bon, mais les Polonais sont très très europhiles quand même. Individuellement, ils savent ce qu'ils doivent. Tout comme en Hongrie, où le peuple est très majoritairement en faveur de l'Union européenne, ce qui fait qu'Orbán ne franchit jamais cette ligne rouge, et de toute façon, il n'en a pas l'intention de sortir le pays de l'Union européenne. Simplement. Mais c'est aussi ce que font les partis d'extrême droite maintenant ici. On ne parle plus de sortir de l'Union européenne, parce qu'on sait que de toute façon les gens y sont attachés. Mais on va la refonder. C'est cette prétendue, cette révolution conservatrice que promettent à la fois Orbán et Kaczynski. C'est l'Union européenne. Remettre au cœur de l'Union européenne les valeurs chrétiennes, quoi. Voilà, les valeurs chrétiennes. Et de même qu'on ne remet pas en cause la démocratie, on remet en cause le libéralisme. Je sais pas trop ça. Je pense pour comprendre vraiment la position difficile de la Pologne en Europe, il faut penser à tous les expatriés et à tous les gens qui vivent à Londres. Et
et en France et en Allemagne, et n'importe quelle petite mamie au fin fond d'un village a probablement un neveu ou quoi qui rentre tous les mois en prenant un vol Ryanair, parce que entre Londres et toutes les villes de Pologne, il y a un nombre de connexions incroyables pour quasiment rien, et les gens en sont conscients, et pour eux, voilà, leur famille est quelque part en Europe. Donc je sais pas vraiment si c'est une question de libéralisme ou quoi, c'est vraiment une question humaine aussi, l'Europe. Justement, j'avais une question par rapport à ça. Tu l'as un peu évoqué rapidement au cours d'un autre sujet. Le Brexit et aussi autour du Brexit des scènes qu'on a pu voir de violence et de racisme ouvert anti-polonais. Ça a choqué en Pologne. C'est quelque chose dont on parle beaucoup. Ça a énormément choqué. Ça a énormément choqué parce que je pense que les Polonais sont plutôt intégrés au Royaume-Uni notamment, et ne s'attendaient pas un tel racisme si soudain, c'est brutal, c'est violent. Ils n'ont pas compris, ça les a inquiétés, et je pense que ça leur a fait de la peine, même en tant que citoyens européens, de se dire incroyable que les gens puissent encore nous voir comme ça, et ça confirme un peu toute cette idée il faut être fier de la Pologne, et finalement quand tu sors de Pologne, voilà comment on te traite, et ça a été très dur, je pense. Ça confirme l'idée qui est encore très ancrée dans la région, c'est qu'on reste des Européens de seconde zone, voilà. des mauvais citoyens, et des gens de la périphérie qui du coup applaudissent de main quand quelqu'un promet de changer ce deux poids deux mesures. C'est le discours d'Orbán, c'est le discours de Kaczynski, c'était le discours que m'a tenu l'ambassadeur de Pologne en Hongrie. Fini le deux poids deux mesures. Ouais. Ça va être l'heure de conclure, les amis. C'est l'heure de conclure. On va appeler le technicien pour lancer les informations suivantes. Ludovic, une dernière remarque. Vincent, une dernière remarque. Ludo, si tu veux y aller. Ouais, effectivement. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a ce temps long qu'on retrouve, ce temps long de l'histoire qu'on retrouve dans ces notions de périphérie européenne. C'est des discussions qu'on a souvent sur, effectivement, un constat très important que l'Europe elle a finalement contribué à accélérer les divisions entre les villes et les campagnes, qu'il y a effectivement un réseau d'espaces, ces métropoles intégrées. On en parle aussi en France, c'est dans la campagne. Il y a ce fameux géographe Christophe Guilluy qui l'évoque souvent, et que dans ces pays comme la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, peut-être un peu moins parce que les villes sont quand même beaucoup moins importantes, il faut quand même être honnête. Il y a une ville. Il y a Košice et puis Bratislava. Et c'est vrai que on a l'impression qu'on n'a plus affaire à des sociétés vraiment, mais plutôt à des groupes humains qui s'évitent, qui ne se comprennent plus, qui parlent plus la même langue, etc. Et d'une certaine façon, j'ai l'impression que ça va quand même être le défi de l'Union européenne de corriger ça, et puis à tous les mouvements politiques de ces pays-là, comme le dit souvent Vincent, de trouver une narration qui fasse société, parce que ces pays en manquent cruellement. C'est à peu près ce que je voulais dire, mais je vais quand même trouver quelque chose d'autre à dire pour conclure. Merci pour tous ces éclairages. Ça, paradoxalement ou malheureusement, ça nous a rappelé beaucoup de souvenirs de ce qu'on a vécu ces 10 dernières années. Ces 10 dernières années en Hongrie, ça renforce, ou ça me rend encore plus énervé sur le fait que depuis plusieurs années, on invite les gens à s'arrêter ou aller ne pas s'arrêter aux apparences et aller au-delà des apparences pour comprendre plus en profondeur ce qui traverse la Hongrie, la Pologne, nos pays. On peut faire le parallèle aussi par rapport à l'Amérique de Trump ou l'Angleterre du Brexit ou la France de Marine Le Pen, etc. Où il y a des questions, c'est des signaux d'alerte extrêmement profonds, extrêmement forts, qui, si on n'y apporte pas des réponses politiques à la hauteur des souffrances exprimées, risquent malheureusement de mal se terminer. Et je pense qu'il y a beaucoup de réponses politiques. Il y a beaucoup de débats politiques qui commencent à s'ouvrir, il y a des choses qui commencent à se faire. On le voit beaucoup moins malheureusement dans les partis ou les mouvements progressistes ou jeunes dans cette région. On le voit beaucoup plus en Europe de l'Ouest. Et il y a un besoin nécessaire de dialogue partout à l'échelle européenne, à l'échelle mondiale, pour que ces informations-là passent, parce que je crois qu'en faisant le voyage qu'on vient de faire aujourd'hui en Pologne, ça permet de mieux comprendre aussi ce qui se passe dans d'autres pays, et en particulier chez soi. Bon, c'était le mot de la fin. Vous pouvez retrouver sur Oulala un dossier spécial Pologne avec 7 ou 8 longs articles bien fournis pour savoir et comprendre ce qui s'y passe. Et on remercie Justine Salvestroni qui était notre invitée aujourd'hui, qui est correspondante pour Oulala et correspondante pour Ouest France à Varsovie.
Merci à tous et dans 15 jours. Merci. A Tilos Rádió hírei következnek.